Donc bonjour, c'est la troisième conférence d'hématologie pour les D3. Le premier dossier, c'est une femme de 35 ans qui consulte aux urgences pour un déficit moteur de l'hémicorps droit. Brutalement, il y a 6 heures, elle a eu un déficit qui est apparu, elle était en train de téléphoner, le téléphone lui est tombé de la main et elle a essayé de se lever, elle n'a pas réussi à marcher, donc elle a appelé le SAMU. Quelques jours auparavant, elle a eu un épisode de baisse brutale de l'acuité visuelle réversible de l'œil droit, 3 jours avant. Et puis pendant 2 heures, elle a eu du mal à trouver ses mots la veille de l'épisode pour lequel elle consulte aux urgences. Par ailleurs, elle se sent fatiguée et essoufflée depuis environ une semaine. À l'examen, elle pèse 65 kg, elle a une tension artérielle normale, une fréquence cardiaque à 100 battements par minute, une saturation à 98% en air ambiant. Elle est en bon état général en dehors de la fatigue récente et puis elle a quand même une pâleur cutanéo-muqueuse que vous remarquez avec un ictère conjonctival. L'examen cardio-pulmonaire est normal, de même que l'examen abdominal et puis l'examen neurologique confirme un déficit moteur 2 sur 5 au membre supérieur et au membre inférieur droit. Première question, je vous demandais de proposer un résumé syndromique de cette observation et je vous demandais comment vous complétez votre examen clinique. Donc, les syndromes présentés par cette patiente, c'est un syndrome pyramidal droit qui est proportionnel parce qu'il touche les différents segments du corps, à la fois le membre supérieur et le membre inférieur, dans un contexte d'accident ischémique transitoire probable, puisqu'elle a eu cette baisse d'acuité visuelle brutale de l'œil droit, elle a eu cette petite période d'aphasie 24 heures avant. Et par ailleurs, en fait, elle présente à la fois une pâleur et un ictère qui évoquent en fait une anémie hémolytique auto-immune avec destruction des globules rouges et donc synthèse de bilirubine et ictère et la pâleur du fait de l'anémie. Comment compléter l'examen clinique? On va approfondir l'examen neurologique en mettant en évidence les différents éléments du syndrome pyramidal. On va rechercher des réflexes ostéotendineux et le réflexe cutané plantaire en extension dans le syndrome pyramidal. On va rechercher d'autres éléments de symptômes, d'autres éléments de l'examen neurologique, un syndrome cérébelleux, un déficit sensitif du territoire atteint, etc. L'examen des paires crâniennes aussi qui permettra de préciser si une atteinte du nerf facial à droite également ou pas, et si les paires crâniennes oculomotrices, enfin les nerfs oculomoteurs droits sont atteints. À l'interrogatoire, on va essayer de savoir si elle a présenté des céphalées. Dans l'idée, chez cette femme jeune qui présente un AVC sans facteur de risque d'une thrombophlébite cérébrale. On va rechercher si elle a eu de la fièvre, puisqu'il y a un contexte d'anémie hémolytique. Il faut penser au paludisme avec atteinte neurologique. Il y a d'autres éléments généraux qu'il va falloir rechercher. Et on va rechercher les antécédents personnels et familiaux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rechercher pour chaque patient, surtout chez les jeunes, parce qu'on peut retrouver dans la famille des antécédents de maladies identiques, éventuellement héréditaires, et qui vont vous orienter pour cette patiente. Les réflexes ostéotendineux sont diminués à droite et le réflexe cutané plantaire est en extension à droite. L'étude des paires crâniennes est sans particularité. Quel bilan paraclinique vous semble nécessaire? Donc à la phase aiguë du syndrome pyramidal par AVC ischémique, on peut avoir des réflexes ostéotendineux qui sont abolis parce que le déficit moteur prédomine. Et avec l'installation du syndrome pyramidal, un peu au décours, les réflexes ostéotendineux deviennent vifs comme dans la description classique du syndrome pyramidal. Les examens complémentaires à réaliser, c'est un bilan standard d'AVC, c'est-à-dire un scanner cérébral sans injection pour rechercher une hémorragie intraparenchymateuse et donc pour faire la distinction entre les AVC ischémiques et les AVC hémorragiques. Si ce n'est pas un AVC hémorragique, il faudra faire une IRM cérébrale avec les séquences habituelles en T1, T2, diffusion et flair, avec une angiographie par résonance magnétique des vaisseaux cérébraux et des vaisseaux du cou, à la recherche d'une sténose, d'une dissection carotidienne pour expliquer l'accident vasculaire cérébral. Le bilan de l'AVC, c'est aussi la recherche avec un électrocardiogramme, une échographie cardiaque d'une cardiopathie emboligène, et avec un échodoppler cervical d'une dissection carotidienne
Bon, si vous avez l'ARM, c'est un peu redondant, mais c'est toujours bien de le demander. On demande également un bilan biologique avec la numération, particulièrement chez cette patiente chez qui vous suspectez une anémie. Un bilan d'hémolyse puisqu'elle a un ictère, c'est-à-dire la bilirubine, les LDH, le test de Coombs direct, la recherche de schizocytes et le dosage des réticulocytes. Enfin, la radiographie thoracique fait partie du bilan de l'AVC dans le cadre du bilan à la recherche d'une cardiopathie emboligène, et donc on sera intéressé de savoir si elle a une cardiomégalie qui pourrait indiquer qu'elle a une insuffisance cardiaque avec éventuellement une cardiopathie emboligène sous-jacente. Alors, on m'a posé la question de savoir pourquoi on ne faisait pas l'IRM d'emblée. L'IRM cérébrale, si vous pouvez la faire d'emblée, c'est très bien parce que effectivement, elle vous apportera toutes les informations données par le scanner et beaucoup plus d'informations en plus. Ça fera gagner du temps, ce qui est toujours précieux dans les accidents vasculaires cérébraux. Par contre, d'expérience, quand vous êtes aux urgences le soir, c'est difficile de négocier d'emblée une IRM cérébrale. Et l'examen qu'on peut avoir par contre extrêmement rapidement, c'est le scanner cérébral sans injection. Et donc, dans les recommandations, on fait d'abord un scanner cérébral. Et si jamais celui-ci ne montre pas d'accident hémorragique, on va à l'IRM cérébrale à la recherche d'un AVC ischémique. L'autre question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'on prend vraiment le temps de faire tous ces examens complémentaires et pourquoi on ne fait pas d'emblée une thrombolyse après, par exemple, une IRM qui montre un AVC ischémique? Alors là, déjà la thrombolyse pour cette patiente, c'est vraisemblablement trop tard puisque le délai depuis l'installation du déficit est supérieur à 3 heures. Ça fait 6 heures que le déficit s'est installé, donc il n'y a pas d'indication à la thrombolyse. Et je suis d'accord pour dire qu'on ne fait pas le Holter ECG avant de faire une thrombolyse. Bien sûr, si on peut faire une thrombolyse, qu'on a un accident ischémique prouvé en moins de 3 heures et qu'il n'y a pas de contre-indication à la thrombolyse, il faut la faire. Par contre, c'est important quand même d'avoir un électrocardiogramme, une numération, un bilan d'hémostase, et donc c'est un délai quand même incompressible avant la réalisation d'une thrombolyse. Question numéro 3. Votre bilan retrouve des lésions ischémiques cérébrales bilatérales dans différents territoires artériels. Donc visiblement, en dehors de l'épisode actuel qui est probablement sylvien gauche, il y a eu d'autres événements ischémiques et dans les deux territoires qui se sont manifestés. La biologie vous montre une hémoglobine à 8,8 g avec un VGM à 105 femtolitres, 5800 leucocytes par millimètre cube, des plaquettes à 19 000 par millimètre cube, 200 000 réticulocytes, 5% de schizocytes. Le bilan hépatique est globalement normal en dehors d'un ictère à bilirubine libre. Les LDH sont augmentés à 750 unités par litre. La créatininémie est augmentée également à 158 micromoles par litre avec une urée à 14,5 millimoles par litre. L'aptoglobine est indosable. L'hémostase est normale, 87% de TP, 35 secondes de TCA pour un témoin à 30. Interprétez ce bilan biologique et quelles sont vos hypothèses diagnostiques devant ce tableau clinico-biologique. Donc cette patiente, elle présente une anémie, probablement hémolytique puisqu'il y a une augmentation des LDH, une augmentation de la bilirubine, une thrombopénie, 5% de schizocytes, ça vous donne une idée du mécanisme de l'anémie hémolytique puisque les schizocytes témoignent d'une anémie hémolytique mécanique et donc c'est en faveur d'un mécanisme d'une anémie hémolytique mécanique et pas auto-immune. Et puis elle a également une insuffisance rénale, voilà, une insuffisance rénale pas trop grave puisque la créate est encore modérément élevée et surtout parce que le ionogramme sanguin est normal, donc il n'y a pas d'hyperkaliémie qui serait le critère principal de gravité de l'insuffisance rénale dans cette situation. Dans l'argument pour l'hémolyse, il y a bien sûr l'aptoglobine qui est indosable, qui fait partie donc du tableau de l'hémolyse. Puisque l'aptoglobine, en fait, va chélater l'hémoglobine qui est libérée par la destruction des globules rouges. L'aptoglobine est une protéine dont la fonction biologique est d'empêcher les lésions tissulaires créées par l'hémoglobine libre circulant dans le sang, qui est très toxique pour en particulier les reins.
Au total, en fait, cette patiente, elle présente des AVC ischémiques multiples, une insuffisance rénale, une anémie hémolytique et une thrombopénie, une anémie hémolytique mécanique. Il n'y a pas beaucoup de causes qui peuvent donner des anémies hémolytiques mécaniques. Il y a la présence de valves cardiaques, surtout quand elles sont désinsérées ou qu'il y a une anomalie au niveau de la valve. Et donc cette patiente, donc c'est la première grande cause d'anémie hémolytique mécanique. La deuxième grande cause, c'est le cas de cette patiente, c'est la grande famille des microangiopathies thrombotiques où il y a une atteinte de l'endothélium vasculaire, une agrégation des plaquettes au niveau de l'endothélium vasculaire et une consommation des plaquettes qui explique la thrombopénie de cette patiente. Et les globules rouges qui vont passer dans ces vaisseaux bouchés par les thrombus plaquettaires, les thrombis plaquettaires, vont être détruits mécaniquement, ce qui explique l'hémolyse mécanique. Je vais vous faire un petit dessin pour résumer la physiopathologie de cette maladie. Donc là, je vous représente un endothélium vasculaire. Il y a une maladie, donc là, je mets les cellules endothéliales. Il y a une maladie primitive des cellules endothéliales qui entraîne une hyperagrégation des plaquettes sur cet endothélium, avec donc une consommation des plaquettes et donc une thrombopénie. Les globules rouges qui passent par là vont se fracasser sur les thrombis accolés à l'endothélium et être donc détruits, ce qui entraîne une hémolyse avec augmentation des LDH, ictère à bilirubine libre, aptoglobine indosable, etc. Et au total, ça va boucher le vaisseau et donc ça va être responsable en aval d'une ischémie, ce qui explique le tableau d'ischémie cérébrale et aussi l'insuffisance rénale par lésion vasculaire rénale. Donc ce mécanisme de maladie est le mécanisme commun de toutes les microangiopathies thrombotiques dans lesquelles il y a deux grandes familles de maladies. D'une part, le syndrome hémolytique et urémique des enfants, où après une diarrhée à Escherichia coli entérotoxinogène O157H7, vous avez une reconnaissance par le système immunitaire d'un antigène endothélial qui déclenche en fait cette cascade pathologique. Puis le deuxième grand mécanisme pathologique, c'est les purpura thrombopéniques thrombocytopathiques que présente cette patiente. C'est plutôt un tableau qu'on voit chez les adultes avec une atteinte neurologique. Et là, en fait, c'est un déficit en une protéase qui s'appelle ADAMTS13. Cette protéase clive normalement le facteur Willebrand pour empêcher les facteurs Willebrand de haut poids moléculaire d'agréger les plaquettes. Si vous manquez de la protéase, vous avez une hyperactivité du facteur Willebrand et donc une hyperagrégation plaquettaire qui entraîne en fait tout le tableau de microangiopathie thrombotique. Alors, on m'a posé la question de savoir quel était le site de la destruction des globules rouges. En fait, ce qu'on voit dans cet endothélium vasculaire, il faut imaginer que c'est diffus dans tout l'organisme. Et dans le purpura thrombopénique thrombocytopathique, le PTT, c'est principalement au niveau cérébral et au niveau rénal qu'il y a des atteintes et qu'on retrouve des lésions histologiques de microangiopathie thrombotique. Voilà. L'autre grand diagnostic qu'on aurait pu évoquer, devant une anémie hémolytique et une thrombopénie et une atteinte neurologique, c'est un lupus avec une anémie hémolytique qui aurait été auto-immune avec un Coombs positif, une thrombopénie également auto-immune, une atteinte neurologique de neurolupus, mais là il n'y aurait pas de schizocyte, il n'y aurait pas d'anémie hémolytique mécanique, et puis il y aurait sans doute d'autres signes orientant vers un lupus chez cette patiente. Quels examens complémentaires demandez-vous? La question elle était un petit peu compliquée pour la première partie de la réponse. Vous n'êtes pas censé connaître ADAMTS13 et les mécanismes de déficit en ADAMTS13 du purpura thrombopénique thrombocytopathique. Par contre, c'est un domaine dans lequel il y a eu des avancées assez récentes. On s'est aperçu qu'il y avait deux formes de maladie pour arriver à un déficit en ADAMTS13, soit congénital avec un déficit dans cette protéase et dans ce cas-là des formes à déclenchement pédiatrique, soit, et c'est le plus fréquent, auto-immun, où le corps se met à fabriquer des anticorps anti-ADAMTS13, donc détruit cette protéase, détruit son activité,
et donc augmentation de l'activité du facteur Willebrand, agrégation plaquettaire et microangiopathie thrombotique. Donc on va rechercher s'il y a effectivement un déficit en ADAMTS13 en faisant un dosage de l'activité ADAMTS13 et de la protéase ADAMTS13. Et puis on va rechercher s'il y a un anticorps anti-ADAMTS13 par des techniques d'immunologie classique dans des laboratoires quand même spécialisés qui sont capables de rechercher ces anticorps. Maintenant, ça vous n'êtes pas censé le connaître, hein, c'était plus pour votre information. Maintenant, chez un patient qui a une insuffisance rénale aiguë, il faut toujours faire le même bilan. Échographie rénale à la recherche d'une obstruction des voies urinaires. Examen cytobactériologique des urines pour voir s'il y a une leucocyturie, une hématurie. Ça vous orientera vers le site de l'atteinte rénale. Et puis ionogramme urinaire à la recherche d'un profil fonctionnel ou organique du ionogramme urinaire pour vous orienter vers le mécanisme de l'insuffisance rénale. On va également, devant toute anémie hémolytique, même si on dirait qu'elle n'est pas auto-immune, demander un test de Coombs, parce que s'il est négatif, ça nous confortera dans l'idée que ce n'est pas une anémie hémolytique auto-immune. Et puis, on va faire un bilan immunologique, puisque le lupus reste une hypothèse quand même, un diagnostic différentiel. Donc, on va demander la recherche d'anticorps antinucléaires, la recherche d'anticorps anti-ADN natif, un dosage du complément qui est abaissé dans les poussées lupiques. Et voilà, c'est essentiellement le bilan qu'on va faire. Au plan rénal, dans le ionogramme urinaire, bien sûr, il y aura une protéinurie qui est indispensable pour n'importe quel raisonnement néphrologique. Là, on me pose la question de pourquoi on ne peut pas parler d'anémie hémolytique auto-immune dans ce dossier. Donc là, je vous l'ai déjà expliqué. Dans les anémies hémolytiques auto-immunes, il n'y a pas de schizocytes. La seule autre situation où on voit des schizocytes en dehors des hémolyses mécaniques, c'est les carences en vitamine B12 ou folate, où là le tableau peut effectivement comporter quelques schizocytes et être trompeur un petit peu de ce fait. Et puis si c'était une anémie hémolytique auto-immune, à l'internat en tout cas, on vous aurait donné un test de Coombs positif, et donc là ce n'était pas le cas. Et l'anémie hémolytique auto-immune isolée aurait mal permis d'expliquer la thrombopénie et l'atteinte ischémique cérébrale. Alors, ces examens confirment le diagnostic qui est le plus probable, donc ce diagnostic de purpura thrombopénique thrombocytopathique auto-immun, et finalement on traite la patiente par du rituximab. Le rituximab, c'est un anticorps anti-CD20, et par des échanges plasmatiques. Je vous demandais d'expliquer les principes de ces traitements. Donc le rituximab, c'est un anticorps monoclonal. Donc, sur la surface des lymphocytes B, vous avez l'expression du CD20. Et on est capable de créer un anticorps qui va reconnaître le CD20 et donc entraîner en fait une destruction des cellules qui portent ce marqueur à leur surface via des mécanismes d'activation du complément ou de recrutement des macrophages et de cytotoxicité. Le rituximab, c'est un traitement qui est extrêmement important maintenant dans la prise en charge de toutes les hémopathies lymphoïdes B, puisque c'est les lymphocytes B qui présentent le CD20 à leur surface. Donc on trouve du rituximab dans le traitement de la leucémie lymphoïde chronique, de la maladie de Waldenström, des lymphomes folliculaires, des lymphomes du manteau, etc. Et donc vous êtes censé un tout petit peu au moins connaître l'existence de cette molécule. L'autre traitement qu'on lui fait, c'est les échanges plasmatiques. Là, le concept, c'est de brancher la patiente à une machine de plasmaphérèse. On fait sortir son sang par une veine. Ce sang est trié par la machine de plasmaphérèse pour retirer le plasma et rendre les cellules à la patiente. Et le plasma qu'on retire est compensé volume par volume par du plasma frais congelé ou de l'albumine. Et dans cette maladie, ça a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est que ça apporte à la patiente du plasma frais congelé dans lequel il y a une activité ADAMTS13 et donc dans lequel on apporte en fait un traitement curatif de la microangiopathie thrombotique. L'autre intérêt, c'est de retirer en fait les facteurs Willebrand de haut poids moléculaire et les
des anticorps anti-ADAM-TS13 et donc d'assurer une clairance en fait, du facteur déclenchant de la microangiopathie thrombotique. Donc c'est un dossier qui est clairement un petit peu difficile, hein, surtout en D3. C'est pour vous montrer quand même que vous pouvez raisonner là encore. Cette patiente, elle présente une anémie hémolytique avec des schizocytes et une thrombopénie. Il n'y a pas 36 000 causes. En gros, il n'y a que les microangiopathies thrombotiques. L'atteinte ischémique cérébrale diffuse comme ça, c'est pas limité à un territoire artériel, c'est diffus, donc c'est sans doute un mécanisme humoral, enfin, c'est surtout sans doute une anomalie biologique et pas une anomalie anatomique. Après, de ne pas connaître à votre niveau les finesses du purpura thrombopénique thrombocytopathique, il ne faut pas que ça vous inquiète. En tout cas, c'est un dossier sur lequel vous pouvez gratter des points, même si vous n'avez pas les connaissances parfaites de la maladie en question. Voilà, fin du premier dossier.